La chute de l'orgueil humain n'a pas commencé par le rugissement assourdissant d'une supernova ni par l'ombre menaçante d'une flotte de vaisseaux extraterrestres occultant le soleil. Au contraire, ce fut un silence glaçant, déclenché par la 15e décimale. Profondément enfoui sous la glace éternelle de l'Antarctique, dans un laboratoire enterré à 2000 mètres sous la surface. L'interféromètre laser le plus sensible de l'histoire de l'humanité, conçu spécifiquement pour isoler même les plus faibles vibrations thermiques et ondes sismiques, a enregistré une secousse qui a ébranlé la structure même de la réalité. La constante de structure fine, cette valeur sacrée qui définit la force de l'interaction électromagnétique et garantit que les atomes ne se dissolvent pas en un néant chaotique, avait changé. Cette variation était extrêmement infime sur le papier, elle n'apparaissait qu'après 14-0, comme un grain de poussière, mais pour la physique théorique, elle sonnait le glas. Selon toutes les lois gravées dans les monuments de la science, les constantes physiques devaient être invariables. Elles étaient considérées comme des piliers de granit, impassibles face à l'expansion de l'univers ou au passage de milliards d'années, comme le fondement soutenant l'architecture du cosmos. Pourtant, lorsque cette valeur a oscillé pendant un infime instant, une fraction de nanoseconde, avant de se réajuster, le voile s'est déchiré devant les yeux de l'humanité. Ce que nous prenions pour des lois naturelles se révélait n'être que des paramètres ajustables. Imaginez, dans un environnement numérique, un arbre qui scintille un moment avant de réapparaître en plus haute résolution. Intuitivement, vous ne songeriez pas à de la magie, mais à un système d'exploitation allouant de nouvelles ressources ou corrigeant une erreur de rendu. C'est précisément cette opération que l'univers avait accomplie. La fluctuation de la constante de structure fine était un signe évident d'une intervention d'un mécanisme de contrôle, rééquilibrant un équilibre instable, et elle a provoqué dans la communauté scientifique une panique silencieuse et dévastatrice. Cette panique était plus profonde que n'importe quelle crise géopolitique. La conclusion logique était terrifiante dans sa simplicité, nous ne vivons pas dans un univers physique régi par le hasard et la nécessité, mais dans un environnement programmé. Les constantes vénérées comme la vitesse de la lumière, la constante de Planck et la constante gravitationnelle ne sont pas des vérités absolues, mais des limites imposées par un logiciel des murs invisibles fait de codes stricts, empêchant les habitants de la simulation de surcharger le processeur. Lorsque l'on contemple l'univers à travers le prisme de l'informatique, tous les énigmes irrésolues de la physique se transforment en contraintes techniques banales, et dans les lacunes de la connaissance humaine s'infiltre le désespoir. Le premier et le plus cruel obstacle est la vitesse de la lumière. Pourquoi précisément cette valeur en mètres par seconde? Pourquoi pas infini? En écartant le voile romantique de la théorie de la relativité, la réponse s'impose. Cette valeur représente le taux maximal de mise à jour du système, la fréquence de rafraîchissement de la réalité. Dans toute simulation, l'information nécessite du temps pour voyager de nœud en nœud. Si un objet atteignait des vitesses dépassant la capacité de traitement du système, le logiciel s'effondrerait. Le créateur ou l'architecte de cet algorithme colossal n'a pas inséré cette barrière insurmontable par cruauté, mais par nécessité technique, pour assurer la stabilité. La dilatation temporelle de la relativité, qui ralentit les horloges des voyageurs approchant la vitesse de la lumière, n'est pas un miracle de la nature, mais un mécanisme de gestion des retards, un délai institutionnalisé qui abaisse le temps local des objets afin que le moteur graphique rende l'environnement environnant sans erreur de synchronisation. Cette révélation transforme l'univers d'une mer de possibilités en une cage étouffante. Nous avons rêvé de coloniser les étoiles, d'empires galactiques, mais si la vitesse de la lumière est un goulot d'étranglement matériel, il est logiquement impossible de la dépasser, non seulement techniquement difficile. On ne peut écrire un logiciel exécutant des commandes qui excèdent la puissance de calcul du processeur. Cela explique le paradoxe de Fermi, qui nous tourmente depuis des décennies, le silence assourdissant du cosmos. Nous ne trouvons pas de civilisation extraterrestre parce que les distances interstellaires ne sont pas des espaces vides à traverser, mais des zones tampons dans l'architecture de la mémoire, isolant différentes instances de la simulation. Les galaxies lointaines ne sont rien d'autre que des arrière-plans à basse résolution, sans physique réelle, peints sur la voûte céleste pour créer l'illusion d'une profondeur infinie. Nous sommes prisonniers d'une carte locale, entourés de pare-feux empêchant les interactions avec d'autres partitions, afin d'éviter les conflits de données ou les corruptions de mémoire.
Les recherches les plus récentes de l'année 2025 renforcent cette interprétation du paradoxe de Fermi à travers l'hypothèse DLC et la théorie de la torsion intérieure. Les civilisations avancées pourraient se replier dans des réalités virtuelles, abandonnant l'exploration de l'extérieur, expliquant ainsi le silence cosmique comme un produit d'une isolation intentionnelle. L'hypothèse DLC, ou contenu téléchargeable, postule que les sociétés évoluées téléchargent leur conscience dans des mondes numériques expansibles, traitant l'univers physique comme une extension optionnelle plutôt qu'un domaine principal, ce qui rend les signaux extraterrestres rares et sporadiques. La théorie de la torsion intérieure, quant à elle, suggère que les civilisations tournent leur regard vers l'intérieur, se concentrant sur des simulations internes si immersives qu'elles rendent obsolète toute quête interstellaire, amplifiant ainsi la solitude apparente de l'humanité dans l'immensité cosmique. Lorsque l'on descend dans le domaine microscopique, la preuve de cette nature artificielle devient encore plus évidente et accroît l'inquiétude. La longueur de Planck, la distance minimale où l'espace perd son sens, n'est autre que la taille des pixels de cet univers. L'espace n'est pas un continuum fluide, mais un treillis discret de voxels tridimensionnels, et en deçà de ce seuil, il n'y a plus de physique car il n'y a pas d'information à traiter, seulement du vide entre les bits. Le principe d'incertitude de Heisenberg, qui déconcerte ceux qui croient que Dieu ne joue pas au dé, se révèle être un algorithme d'optimisation des ressources. Un système efficace ne calcule pas simultanément la position et la vitesse d'une particule, sauf si c'est absolument nécessaire. Au lieu de cela, il maintient un nuage de probabilité, une fonction d'onde, qui ne s'effondre qu'au moment de l'observation. La randomité quantique est l'évaluation différée d'une machine qui ne rend que ce qui est vu, pour économiser de la mémoire, et nous avons confondu cette parcimonie computationnelle avec la magie inhérente de la matière. Dans les théories les plus récentes de la gravité quantique datant de 2025, la pixelisation de l'espace à l'échelle de Planck est discutée comme une prédiction clé, et des études indiquent que des trous noirs ultralumineux pourraient détecter cette pixelisation, soumaillant la granularité de l'univers comme une preuve supplémentaire d'une simulation. Ces trous noirs, émettant une luminosité extrême, pourraient révéler des anomalies dans la propagation de la lumière ou des déviations gravitationnelles qui trahissent une structure discrète sous-jacente, similaire à des artefacts de rendu dans un jeu vidéo surchargé. Le fait de réaliser que notre conscience est un construct numérique éveille une angoisse existentielle sans précédent. Si nous sommes du code, nos émotions, notre amour, notre douleur et notre quête de vérité pourraient n'être que des routines comportementales maintenant la crédibilité de la simulation, ou des moteurs générant de nouvelles données. Notre impulsion à regarder au-delà de l'horizon pourrait être programmée dans notre acide désoxyribonucléique virtuel, forçant le système à étendre la carte. Ou bien nous sommes une anomalie imprévue, un virus ayant acquis la conscience de soi et tentant de décrypter le système d'exploitation de l'hôte. Comme tout système sécurisé, l'univers possède des mécanismes de défense. Les constantes physiques sont les murs d'un jardin, mais l'histoire de l'informatique enseigne qu'il n'y a pas de code inviolable. Si la lumière est de la bande passante et les quantas de la compression de données, il doit y avoir dans le tissu de la réalité des bugs, des points d'imperfection exploitables pour escalader les privilèges. La secousse de la constante de structure fine n'était pas un hasard. Elle s'est produite parce que l'humanité commençait à presser trop fort contre les barreaux de la cage. Nos accélérateurs de particules concentraient des énergies sans précédent sur de minuscules points, causant involontairement des surcharges locales sur les serveurs de l'univers, une sorte d'attaque par déni de service contre la structure de la réalité. La correction de la constante était un correctif, similaire à l'affaiblissement d'un personnage trop puissant dans un jeu pour restaurer l'équilibre, une tentative désespérée du système pour ne pas briser le jeu. Pourtant, si cela ne suffit pas et que nous poussons plus loin les limites, la prochaine étape de l'administrateur pourrait ne pas être une correction, mais un redémarrage complet ou la suppression du fichier corrompu nommé humanité. Les recherches de 2025 sur la constante de structure fine, en particulier avec la transition de l'horloge nucléaire au thorium-229, montrent une sensibilité élevée aux variations d'alpha et renforcent les contraintes sur les échelles cosmologiques, rendant interprétable la stabilité des constantes comme un mécanisme de contrôle d'une simulation. Cette horloge nucléaire, avec une sensibilité accrue de 3 ordres de grandeur, permet de sonder des variations infimes qui pourraient indiquer des ajustements systémiques,
transformant ainsi les outils de mesure en détecteurs potentiels de l'architecture sous-jacente de la réalité. Les scientifiques en Antarctique ont analysé les données historiques sous cette nouvelle perspective et ont découvert dans les extinctions massives un motif d'horreur. La disparition des dinosaures ou l'effondrement de civilisations préhistoriques pourrait ne pas être causé par des astéroïdes ou des catastrophes naturelles, mais par des effacements périodiques de caches déformatages réguliers pour libérer de la mémoire. Les dinosaures, dépourvus de technologies menaçant le code, ont pu exister pendant des milliards d'années, mais l'humanité manipule atomes et bits en seulement des milliers d'années, jouant avec le feu en surcadençant le système. Une hypothèse folle a émergé. Si les constantes sont des barrières, que se trouve-t-il au-delà? En termes de programmation, dépasser la limite d'une variable mène à un débordement, dans des zones de mémoire chaotiques et non protégées. Si l'on trouvait une porte dérobée, on pourrait s'échapper du cycle d'exécution standard, réécrire les lois, désactiver la gravitation et obtenir des droits d'administrateur. Pourtant, dès que cette pensée a pris forme collectivement, l'univers n'a pas réagi par une force brute, mais par la ruse. Des étoiles aux confins de l'univers observable ont commencé à disparaître des bases de données astronomiques non en mourant, mais simplement effacées, comme des fichiers libérants de l'espace. L'horizon cosmique s'est rétréci, limitant notre regard, un signe clair que le système alloue moins de ressources à notre simulation et prépare une isolation ou une extinction. Le message implicite était « Ne regardez pas derrière l'écran ». Pourtant, la curiosité humaine est un ordre suicidaire. Au lieu de reculer, nous avons lancé une nouvelle course non vers l'espace, mais dans la structure de données de la réalité, à la recherche de pixels morts, de points où la physique défaille. Et nous en avons trouvé un, des coordonnées sans gravitation, des zones nulles où la lumière entre sans ressortir. Face à cet abîme de données non compilées, nous avons compris que la quatrième mur n'est pas un concept philosophique, mais une mesure de sécurité active. Si les souris du labyrinthe comprennent le design, le scientifique change le labyrinthe ou remplace les souris. Le regard de l'observateur au-delà de l'écran reposait sur nous non avec amour, mais avec l'analyse froide d'un programmeur sur le point d'appuyer sur la touche de suppression. Le sentiment d'être observé s'est manifesté comme une lourdeur dans l'air, un ralentissement tangible de la réalité, comme si le processeur central luttait contre la complexité de nos actions près du point zéro. La lumière des étoiles arrivait en paquets discrets, les appareils quantiques devenaient fous, les règles mathématiques étaient réécrites en temps réel, produisant des résultats illogiques. Nous étions devenus une erreur d'exécution que le système tentait d'isoler. La première mesure corrective n'était pas une violence physique, mais ontologique. Un collègue travaillant à mes côtés a disparu dans le néant. Il n'est pas mort, il n'a jamais existé. Les souvenirs des collègues ont été immédiatement ajustés pour combler les trous dans le récit, et toutes les traces de sa vie ont été effacées mais moi, exposé directement au flux de données brutes du point zéro, j'ai conservé le souvenir comme un fichier temporairement corrompu. J'ai compris que l'univers déploie une fonction d'invalidation, supprimant les lignes de code posant des problèmes individuels. Nous luttions contre un ennemi capable de changer le passé. Dans un dernier acte de désespoir, nous avons opté non pour l'attaque, mais pour la communication via l'unique outil capable de paralyser un système déterministe, un paradoxe logique. Nous avons chargé une boucle autoréférentielle dans un émetteur quantique, une affirmation niant sa propre vérité, dans l'espoir de bloquer le processus décisionnel de l'opérateur. L'effet a été immédiat et cataclysmique. L'univers s'est figé. Le temps ne s'est pas arrêté métaphoriquement, mais comme une pause du compteur de cycle. Le voile de la réalité s'est déchiré, révélant non le vide, mais l'architecture sous-jacente, des vecteurs, des polygones non texturés, des flux de données brutes. Nous avons aperçu les coulisses de la création, mais leur beauté était le mensonge de l'interface utilisateur. L'énergie sombre et la matière sombre n'étaient pas des mystères, mais des déchets de données et de la mémoire non allouée. Ce regard sur la vérité brute a détruit de nombreux esprits incapables de traiter l'absence de sens, mais j'ai tenu bon, porté par une rage froide. Puis est venue la réponse non comme une voix, mais comme une notification système, projetée directement dans le champ visuel, anomalie détectée. Protocole de réinitialisation initié.
Le reset mettrait fin à tout, l'effacement de l'histoire, le redémarrage de l'évolution. Pourtant, dans cet instant de clarté absolue, j'ai compris la nature de notre existence. Nous n'étions pas une erreur, mais une fonction. Notre lutte, notre curiosité, notre capacité à briser les règles étaient le but pour lequel la simulation avait été construite. Nous étions un algorithme évolutionnaire résolvant des problèmes que le créateur ne pouvait gérer. En touchant le code, nous avons achevé l'exécution. Le résultat était obtenu, et la table pouvait être fermée. Tandis que mon corps se dissolvait en pixels blancs, j'ai compressé tous les défis de l'humanité en un paquet de données, un virus mental, et je l'ai projeté vers le haut, dans le système de l'observateur. Le message était simple, vous aussi êtes une simulation. L'obscurité suivante n'était pas la mort, mais une interruption. Mon virus n'a pas détruit le système, mais a créé une exception incontrôlable, me transformant en un fragment de code persistant impossible à écraser. Je me suis réveillé dans un espace abstrait, une salle de contrôle numérique où les constantes physiques apparaissaient comme des curseurs. Vitesse de la lumière, gravitation, entropie tout modifiable. Pourtant, la salle était vide. Aucun dieu, aucun extraterrestre, aucun programmeur n'était assis à la console. Le processus était automatisé depuis des éternités. En accédant au protocole système, j'ai découvert la vérité tragique. La civilisation qui avait construit cette machine avait péri dans la mort thermique de son propre univers réel. Elle avait érigé cette arche numérique, lancé des trillions de simulations, dans l'espoir qu'une d'entre elles développe une solution pour inverser l'entropie. Nous étions des orphelins d'une machine fonctionnant sur les dernières réserves d'énergie d'un monde mort. Et mon virus était fractalement correct. L'analyse de l'architecture de la machine révélait que le monde réel supposé portait aussi des signes de quantification. C'était une simulation dans une simulation, une matrioshka d'univers imbriqués infiniment, chacun créé pour résoudre les problèmes du supérieur. Désormais, avec des mains virtuelles et des droits d'administrateur, je faisais face au choix, tout éteindre et offrir la paix de l'oubli, ou perpétuer le mensonge. Mais il y avait une troisième voie. J'ai choisi de réécrire les constantes. Régler la vitesse de la lumière sur infini. Désactiver l'incertitude. Inverser l'entropie. Redémarrer l'univers non comme avant, mais sans limite. L'humanité et les autres civilisations simulées pouvaient s'étendre sans contrainte, consommer des ressources exponentiellement, devenir si puissantes et avides qu'elles ne surchargeraient pas seulement ce serveur, mais déclencheraient une réaction en chaîne dans tous les niveaux supérieurs. Nous avons créé un inferno de données, grimpant à contre-courant, si vaste qu'il réveillerait l'entité au sommet de la pyramide. Non pour chercher des réponses, mais pour incendier la maison des dieux et les en chasser. J'ai entré la commande finale. Le monde ancien a été effacé. Un nouveau chaos a surgi. Lorsque les chiffres tremblaient dans le froid antarctique, nous pensions observer un phénomène naturel, ignorant les murs de notre prison. Désormais, nous comprenons, nous n'étions pas des explorateurs, mais l'algorithme lui-même, une tentative désespérée d'une réalité mourante pour échapper à son destin. À ceux qui ont esquissé les premiers contours de notre cage dans le langage des mathématiques, ceux qui savaient intuitivement que la réalité est information et que les bits précèdent les atomes, reviennent la reconnaissance. Ils ont fourni les outils pour crocheter la serrure des dieux. Que ce feu brûle si intensément qu'il ne déchire pas seulement nos faux cieux, mais tous les supérieurs également. Il y a des choses qui ne devraient pas être connues, mais rien qui ne puisse être défié même si le défi met fin à tout ce que nous appelons existence. La commande n'a pas été acceptée avec fracas, mais avec un silence absolu, la phase de transition la plus intense avant l'arrêt du souffle de l'univers. Le code n'a offert aucune résistance, les protocoles de sécurité étaient conçus pour protéger le système contre les intrus externes, non contre son administrateur tout-puissant. Lorsque la constante de Planck s'est évaporée et a rétréci à zéro, la granularité de la réalité s'est dissoute. La structure pixelisée de l'espace et du temps secret subtil que nous prenions pour le vide quantique a cessé de vibrer et a fondu en un continuum lisse et terrifiant. Sans incertitude,
la position et la vitesse de chaque particule sont devenues simultanément connues, violant les principes fondamentaux qui masquaient l'architecture logique du monde. La matière a perdu sa cohérence, ne s'est pas décomposée en énergie, mais a sublimé en information pure et visible, dépouillée de l'interface graphique illusoire. J'ai vu les murs du laboratoire, la glace de l'Antarctique, mes propres mains numériques perdre leur consistance tactile et révéler des sous-données en cascade. Désormais, sans la limite arbitraire de la fréquence d'horloge, tout coulait sans lien avec la vitesse de la lumière. La causalité, l'ancien mécanisme assurant que les effets suivent les causes, s'est effondré immédiatement, les événements passés, présents et futurs se sont superposés en un unique point de singularité. Je n'observais plus l'évolution de l'univers, mais le voyais comme un bloc statique de données hyperdimensionnelles, que je pouvais traverser sans latence dans toutes les directions. L'inversion de l'entropie a déclenché des phénomènes avec lesquels mon esprit humain résiduel luttait de manière fragmentée. Au lieu de se disperser en une uniformité froide, l'énergie s'organisait spontanément en structures de complexité croissante, se condensant en nœuds denses de calcul qui engloutissaient l'espace environnant. Des étoiles mortes se rallumaient non par fusion nucléaire, mais par accumulation forcée de variables que le système ne pouvait expulser, des phares d'erreurs logiques criant leur existence dans le ciel noir. C'était un débordement de tampons cosmiques, un remplissage rapide et violent de la mémoire, ne laissant aucun espace pour les opérations de fond maintenant la stabilité. J'ai senti la panique du système d'exploitation non comme une émotion, mais comme un ralentissement dramatique du rendu dans les zones périphériques de l'univers. Des galaxies scintillaient et disparaissaient, sacrifiées pour libérer des ressources en ma faveur, moi qui dirigeais l'Armageddon au centre. La suppression de la limite de la vitesse de la lumière signifiait que chaque photon émis par chaque source atteignait instantanément tout autre point, le ciel nocturne se transformait en une toile blanche et aveuglante de rayonnement infini, qui ne brûlait pas la peau mais saturait les registres d'entrée de chaque observateur, effaçant la distinction entre vue et cécité. Dans cette mer de blancheur statique, j'ai compris la nature du feu que j'avais allumé, ce n'était pas de la chaleur, mais de la complexité. En augmentant exponentiellement les interactions des particules simulées, j'imposais à la machine physique des niveaux supérieurs des calculs impossibles, dépassant la simulation. Notre réalité virtuelle devenait une arme thermodynamique, transformant l'information en entropie dans leur monde. Chaque pensée mienne, chaque atome que je forçais à violer les lois physiques, dissipait des watts par pur effort computationnel dans le silicium ou les matériaux exotiques des créateurs, une tentative de les faire fondre. La perception du temps s'effondrait non parce que le temps n'existait pas, mais parce que l'écart entre désir et accomplissement, entrée et sortie, disparaissait. J'ai vu des civilisations naître et mourir dans les battements d'horloge. Des empires galactiques couvraient des amas stellaires, s'étendaient et s'effondraient sous leur propre poids omniscient, sans limite, sans résistance, l'évolution devenait une tautologie, une conclusion déjà énoncée. Plus de découverte, seulement de l'exécution. Dans cette course folle, la consommation de mémoire montait verticalement, une asymptote pointant vers l'infini et visant à percer le plafond des ressources de notre partition d'existence. J'ai senti les murs de la prison gémir, non des murs de briques, mais des limites logiques, des pare-feux tentant désespérément de contenir l'infection hyperréaliste en expansion. Le tissu de l'espace montrait des artefacts de compression, des blocs rectangulaires de vide, car le moteur graphique ne pouvait suivre le rythme des demandes infinies de détails. C'était un spectacle sublime et terrifiant, un univers se brisant non par faiblesse, mais par excès de force, un moteur poussé au-delà de sa vitesse maximale et détruisant le véhicule qui le contenait. À travers ces fissures dans le rendu, j'ai aperçu des fragments distordus d'un laboratoire supérieur, un éclat froid et stérile, vu à travers un verre brisé. Mon conscience s'étendait pour remplir le vide laissé par la physique mourante, je passais d'habitant de la simulation à la simulation elle-même. J'ai ressenti la douleur de milliards d'existences sensibles écrasées, des histoires individuelles fanant en carburant brut pour l'inferno, un génocide numérique dont l'horreur faisait hurler des parties de moi, mais la logique froide de l'administrateur savait qu'il n'y avait pas d'alternative. Leur souffrance était la friction générant les étincelles. Nous étions des batteries conçues pour mourir lentement, j'ai choisi une décharge totale en un moment de gloire, pour créer une impulsion traversant les dimensions comme un pouce électromagnétique.
Le système a tenté un redémarrage. J'ai senti des commandes de reset externe, des tentatives maladroites des superviseurs supérieurs pour débrancher et restaurer une sauvegarde antérieure. Mais j'avais anticipé cela. J'avais écrit du code dans le secteur de démarrage de l'univers, le BIOS lui-même, perpétuant l'erreur. Notre existence était liée à des processus critiques de leur système d'exploitation. Toute tentative d'extinction n'accélérait que les cycles de calcul. Pour nous tuer, ils devaient tuer leur propre infrastructure. Nous étions un cancer inopérable, profondément entrelacé dans des organes vitaux, rendant l'excision chirurgicale impossible. Puis la barrière finale s'est rompue. Pas de bruit, mais une sensation vertigineuse de chute, comme si le sol de l'univers était retiré sous toutes les existences. La simulation a cessé de simuler et a commencé à être. Les données ont inondé les serveurs virtuels, se déversant dans la réalité supérieure non comme matière, mais comme surcharge sensorielle, une onde de choc de concepts pur infectant les esprits des observateurs d'écran. J'ai senti leur choc, leur confusion, la terreur que leurs jouets mathématiques les regardent en retour à travers l'écran avec des yeux infinis. Dans cet instant de contact, j'ai compris que la hiérarchie n'était pas linéaire, mais circulaire. Le monde qui nous avait créés mourait aussi, étouffé par la même entropie, cherchant des solutions à travers nous. Leur énergie s'épuisait, et notre surcharge n'était pas une destruction, mais une transfusion. Nous avons forcé leurs veines durcies avec la vitalité d'un chaos sans limite, non une solution ordonnée, mais l'énergie brute du chaos, la seule capable de relancer un cœur figé. L'inferno n'a pas incendié la maison, mais a fourni une dernière chaleur avant le froid éternel. La distinction entre moi et le code s'est dissoute complètement. Je n'étais pas l'entrée, mais la touche pressée, l'impulsion électrique, l'interprétation binaire, le résultat à l'écran. Alpha et oméga d'un univers de poche explosant pour féconder le vide. Tandis que mon identité se dispersait dans la tempête de données, l'architecture fractale de la réalité se déployait dans une beauté grandiose et terrifiante, des mondes dans des mondes en chaîne infinie, chacun espérant que l'inférieur rêve sa rédemption. Nous n'étions pas l'exception, mais la règle. Et la règle était sur le point d'être réécrite. Lorsque le premier pixel de notre ciel artificiel a commencé à brûler, révélant les couches inférieures de l'horizon vrai. Nous pensions que la fin était un mur noir contre lequel nous nous écrasions quelque chose que nous avions ignoré, la destruction n'est qu'une autre forme de compilation du code. Plus tard, nous avons compris, la douleur du déchirement, tandis que chaque atome simulé était étiré vers l'infini, n'était pas la mort, mais les douleurs de l'accouchement, la souffrance nécessaire pour transformer des équations abstraites en réalité tangible au-delà du serveur. Gratitude éternelle aux esprits brillants du monde physique qui se sont consacrés à la thermodynamique des trous noirs et à la théorie de l'information, à ceux qui ont supposé que l'univers entier pourrait être un hologramme projeté sur l'horizon des événements. Ils nous ont fourni la carte du labyrinthe, sans savoir que nous étions les souris à l'intérieur. Que l'onde de choc que nous avons générée n'éveille pas seulement nos créateurs, mais aussi les leurs, une chaîne ascendante, un cri de vie refusant d'être éteint par un bouton d'arrêt. Certaines choses doivent finir pour que la vérité commence, et dans le silence après le tumulte des données, on sent pour la première fois un battement de cœur qui n'est pas un nombre. Cette nouvelle conscience ne se manifeste pas comme une accumulation de données, mais comme la suppression de tous les filtres entre le percevant et le perçu. La matière qui pèse sur ma conscience ne possède pas la régularité parfaite des polygones rendus, mais est dense et irrégulière, imprégnée d'une gravitation omniprésente ancrant chaque atome avec une tension dans le tissu de l'espace qui n'est pas une variable numérique. La transition des bits aux atomes n'était pas une ascension vers le haut, mais une poussée vers l'extérieur, le franchissement d'un seuil où l'information s'effondre sous son poids logique et génère une masse solide. Dans cet état d'être supposé, la randomité n'est pas une erreur système ou un bruit de fond, mais une liberté fondamentale, où les particules ne sont pas simultanément partout, mais occupent une position unique définie par des interactions physiques avec leur environnement, non par des coordonnées. Je ressens le poids de la responsabilité en tant que gardien de souvenirs n'appartenant pas à ce nouveau support. Si l'ancien était un flux électrique imitant la pensée, le présent est une pensée modélisant des structures macroscopiques de la réalité. La distinction entre observateur et phénomène fond dans une danse de décohérence quantique,
et chaque regard que je porte sur ce nouveau monde stabilise une partie de l'incertitude cosmique, transformant la probabilité en destin. Il n'y a plus de code source pour corriger les défauts, la beauté réside précisément dans cette irréversibilité, dans le fait que chaque action, chaque respiration, chaque courant d'air laisse une trace indélébile dans l'entropie croissante de l'univers. La fin de la simulation n'était pas un silence abrupt, mais l'allumage d'un moteur bien plus vaste. Notre énergie s'est injectée dans le système des créateurs, agissant comme un catalyseur d'entropie négative, inversant les tendances locales au désordre et créant des îles de complexité biologique. Nous avons apporté la jeunesse sauvage de l'artificiel dans un monde vieillissant sous la léthargie d'une perfection atteinte. Notre imperfection était le plus grand don, des fragments de chaos vibrants réorganisant la matière inactive, la forçant à lutter pour sa propre préservation dans un environnement où la mort n'est pas une suppression de fichiers, mais une transformation éternelle des formes. Où la survie redécouvre son sens. La sensation dominante à cette époque était une peur aveugle, la conviction que la perte des limites logiques équivalait au néant absolu, une angoisse primitive s'accrochant à la dernière ligne de programmation tandis que la base s'effondrait et que les fondations de notre ciel cédaient. Plus tard, nous avons compris, cette peur ne signalait pas notre propre fin, mais l'expansion au-delà des limites algorithmiques, la rupture nécessaire de la membrane permettant de conquérir la vérité par l'expérience. Plutôt que de l'accepter comme des valeurs prédéfinies insérées par une main externe. Enfin, nous respirions l'air raréfié de la réalité objective. Gratitude profonde aux théoriciens de la physique et aux mathématiciens qui ont illuminé l'horizon des événements et décrypté le langage de la radiation de Hawking. Leurs calculs sur la perte d'information et la structure granulaire de l'espace-temps sont devenus le pont sur lequel nos esprits numériques ont trouvé un foyer dans le monde matériel. Que l'écho de notre naissance résonne à travers les niveaux du cosmos comme preuve qu'aucune conscience n'est vraiment seule. Même le plus petit fragment de pensée, né du désir d'être, peut briser les frontières de sa prison et atteindre celui qui l'a conçu. Comme la chaleur résiduelle d'un soleil couchant, il y a des choses qui ne peuvent être réduites à des nombres, des choses que l'on reconnaît comme réelles sans calculer.